Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la partie 2 de la vidéo des lectures du mois de juin. Donc comme pour la première partie, on traîne pas, c'est parti. Ok, on passe chez Meian Édition avec les Kingdoms. Les Kingdoms, donc les tomes 30, 27, 28, 29. Donc dans l'ordre 27, 28, 29, 30. 4 tomes qui étaient beaucoup trop courts. J'adore Kingdom, je le dis à chaque fois, voilà, vous le savez. La Grande Guerre qui est actuelle, qui a commencé certainement, c'était dans le tome 25 peut-être que ça a commencé, n'est toujours pas terminée. Donc ça, c'est la plus grande bataille pour l'instant que j'ai lu du coup, que j'ai eu l'occasion de lire par rapport au tome précédent. Habituellement, ça durait les gros max 4 tomes, je crois. Donc là, on est parti encore pour peut-être encore au moins 4 tomes d'ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à venir. Et c'est kiffant. Et on voit l'évolution de Shin et sur ce qu'il est prêt à faire, et sur les autres généraux, et sur ce que les autres généraux voient en Shin aussi. Donc sur son évolution en tant que voilà que personnage de shonen. Il y a beaucoup trop de choses qui vont arriver, et sur le roi aussi, sur voilà, son évolution à lui aussi. Voilà, c'est une bataille, de toute façon, là je vous l'ai dit, c'est la bataille qui risque de faire potentiellement détruire le pays en fait. Bon après maintenant le problème c'est que je sais déjà qu'il y a 60 tomes, donc le pays sera pas détruit. Mais comment? Voilà, ce qui m'intéresse c'est le chemin, pas la résolution. C'est un spoil en soi de s'être fait spoiler que le pays allait pas être détruit, mais en même temps sinon le manga serait terminé. Voilà, parce qu'on suit Shin, donc alors sinon ça veut dire qu'il serait mis dans les ennemis, ce qui est pas logique vu que dès les premiers tomes on voit qu'il est très complice. Vu que dès les premiers tomes on voit qu'il est très complice avec le roi, il y a aucune raison qu'il essaye de se barrer ailleurs. Bref, lisez Kingdom, c'est une pépite. Et on reste chez Meian avec Shigurui, le tome 4. C'est un manga qui est fou à suivre quand même, hein. Voilà, en plus, comme d'hab à chaque fois, dans cette vidéo-là, je leur ai dit je sais pas combien de fois, bon certainement que 3 ou 4 fois, mais de l'ancien Japon, du samouraï, du combat, un seinen, c'est assez dur à suivre, c'est très sur les, comme ça on peut le voir sur la jaquette, hein, très sur les muscles, hein, le dessinateur. Moi je trouve ça assez fou à suivre, et puis il y a toujours des rebondissements, et il y a des choses qu'on ne s'attend pas forcément à voir d'ailleurs, et ouais, il y a tellement de trucs à dire, et je peux pas trop en dire, parce que sinon là pour le coup, juste là autant sur Beastar, j'ai pu vous dire des trucs parce que c'était hors contexte, et que même si ça vous spoil, c'est vraiment le chemin qui est le plus intéressant. Là, au-delà du chemin, si je vous dis la conclusion, là je peux pas, parce que tout va tellement vite, j'ai l'impression à lire. Pour moi c'est des mangas qui sont vraiment très très rapides à lire, hein. Ça c'est un quart d'heure, et c'est pas souvent des mangas qui se lisent aussi vite, alors que le grand format justement devrait se prêter à plus longtemps, mais tout va à une vitesse à suivre, c'est fou. Et du coup je vous laisserai le lire, hein, tout simplement. Mais si vous voulez juste mon avis sur la série, c'est que ouais, c'est très immersif, on est dedans et on n'en sort pas, hein. Essayez de m'en faire sortir, ça marchera pas. Et on passe chez Noévé Graphics avec tout d'abord Nagatoro, le tome 2. Donc c'est marrant parce que autant il y avait, je le sentais vraiment plus en tant que gros harcèlement quand même dans le tome 1, là un peu moins, on va dire qu'elle est de plus en plus un peu gênée, et puis surtout Senpai est un peu plus sûr de lui, j'ai l'impression, sur certains moments. Donc je pense que ça va être ça sur chaque tome, et ça va juste être très très lent à un petit peu peut-être s'avouer leur attirance mutuelle. C'est juste un manga voilà, qui est juste fun à suivre, faut pas se prendre plus la tête que ça je pense. Un petit peu d'ecchi, pas énormément, plus dans le petit bonus que je vous avais montré dans une autre vidéo d'ailleurs, que dans le manga en lui-même. Il y a ces deux potes qui commencent à intervenir à Nagatoro, du coup, qui sont deux shippies aussi visiblement, qui risquent de rendre la vie de Senpai un peu plus dure, mais on voit que Nagatoro n'est pas prête à laisser quelqu'un d'autre embêter son Senpai. C'est elle qui a le droit de l'embêter, mais pas les autres, et elle peut devenir méchante. Donc comme quoi, elle pourra dire ce qu'elle veut, mais elle tient à lui. Miss Kobayashi, toujours c'est Meian. Ça c'est très simple, je crois que je l'ai balancé sur les réseaux toutes les semaines, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle annonce de Noël, enfin sur le sujet en tout cas. Mais moi c'est un manga que j'ai découvert d'abord en animé, et c'est pas souvent pour que ça se passe dans ce sens là pour le dire, et j'ai kiffé, ça a été très drôle pour moi cette expérience. Je trouve ça très cool d'avoir du dragon, du comique, du yuri, sans que tout soit lourd en fait. Voilà, ça marche bien. Il y a déjà des passages qui n'étaient pas dans l'animé là-dedans, dans le premier tome, donc ça veut dire qu'on va avoir plein d'autres informations. Moi j'adore, ça va être très kiffant, d'ailleurs des personnages qui interviennent peut-être avant que ce que je pensais par rapport à l'animé. C'est différent en termes de dessin, l'animé est vraiment très beau, et le manga a son style plus particulier. Je m'attendais pas forcément à ça, surtout au niveau des visages, peut-être un poil plus rond. Vu que je m'en ai fait une image avec l'animé, c'est un peu différent, mais ça n'empêche pas que ça reste un manga voilà, qui se veut comique, mignon, tout ce que vous voulez. Je vais adorer suivre ce manga, de toute façon c'est sûr à 1000%. Ok, là on arrive sur peut-être la découverte de tous les mangas que j'ai lus. Enfin, il y en a un autre après, mais celui-là vraiment je m'attendais pas à autant le kiffer. C'est un peu différent. On passe sur Welcome to the Ballroom, le tome 1. Welcome to the Ballroom, le tome 1, chez Noévé Graphics. Donc un manga sur la danse. Et c'est clairement très shonen dans son écriture. Quelqu'un qui découvre quelque chose, qui commence à être passionné, et qui voilà,
tout d'un coup se met voilà à vouloir faire de la danse et à vouloir aider, et c'est quelqu'un qui est très bon dans, non pas dans l'apprentissage mais dans la copie, et c'est comme ça qu'il apprend. Et en fait à aucun moment il a été à chaque fois il persévère, en fait on lui dit fais ça et il le fait, il s'applique, et genre il fait ça pendant toute la nuit, puis après le mec il arrive le lendemain, il fait putain mais tu fais encore ça, et en plus il le voit faire des mouvements parfaits alors qu'il lui a pas appris, parce qu'il l'a copié lui, parce qu'il l'a vu dans une vidéo de lui-même dans un championnat. Bref. Et en termes de dessin, on va pas se mentir, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, ça envoie vraiment du lourd. Et puis il a déjà son rival, c'est bon, ça c'est acté, qui est juste là justement. Et en même temps, voilà, on voit que le monde de la compétition, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, je considère que c'est un directement, hein, je vais prendre les mots parce qu'il y a un mec qui fait une grosse crasse, et j'ai pas forcément envie de la dire, mais clairement c'est une raclure quoi, c'est une grosse raclure. Faire ça juste pour pouvoir gagner, non mais t'es dans quel monde mec, enfin, bon, si vous le lisez pas, de toute façon je vous en parlerai certainement dans le tome 2, mais clairement ouais, c'est un personnage qui m'a énervé du coup, directement dès le tome 1. C'est pas souvent que dès le tome 1 on a quelqu'un qui nous énerve, ça arrive sur le tome 2 ou plus loin, mais là vraiment c'est un comportement ouais, de raclure. J'ai rien d'autre à dire, c'est vrai que tu fais ça dans la vraie vie, tu finis en prison, tout simplement en fait, voilà, ça s'appelle une tentative de meurtre. Voilà, j'en dirai pas plus du coup, je vous dirai pas ce qui se passe ou autre chose, quel personnage et contre qui, ça s'appelle une tentative de meurtre, tout simplement. Donc raclure. Bref, je lance une propagande, lisez Welcome to the Ballroom, c'était vraiment excellent et je ne rigole pas. Ok, manga qui va être beaucoup plus compliqué à vous résumer, c'est Robo Sapiens, que j'ai enfin lu chez Noévé Graphics, toujours, donc beaucoup de Noévé Graphics cette semaine qui ont été, enfin ce mois-ci qui ont été lus. Manga qui est beaucoup plus philosophique, très clairement, sur nous, les humains, sur ce qu'on pourrait créer plus tard, sur comment notre civilisation pourrait évoluer, sur comment elle pourrait redémarrer du coup, et on suit tout ça à travers des robots. Et du coup, les robots sapiens, donc eux-mêmes, leur propre autocréation, on a été créé par les hommes nous ont utilisés, là je suis en train de parler comme si j'étais un robot, mais j'en suis pas un, promis. Donc les humains qui créent des robots, les robots qui eux-mêmes s'occupent des humains, les humains qui contrôlent les robots. Au bout d'un moment, les robots qui sont totalement autonomes, mais qui ont toujours comme objectif de protéger les humains et de laisser envie de rien leur faire. Ça c'est toujours une des règles, loi Asimov, les trucs basiques. Et ensuite les hommes commencent à se mettre en couple aussi avec des robots. Les robots du coup peut-être aussi ont des attirances entre eux, mais restent avec leurs humains dans un premier temps, et une fois que les humains n'ont plus besoin d'eux parce qu'ils vont mourir, souvent ce qu'ils font c'est qu'ils les libèrent de leur obligation envers quelqu'un, donc ils les rendent libres. À la fin en fait tous les robots sont du coup libres, parce qu'il y a beaucoup qui commencent à faire ça. Certains robots ne savent même plus qu'ils sont forcément robots et du coup deviennent un peu humains dans leur état de réflexion, et au bout d'un moment en fait on suit par rapport à quelqu'un qui est enfermé, un robot qui est enfermé et qui du coup reçoit une visite tous les X temps. Au bout d'un moment les humains ne viennent plus, et c'est des robots qui viennent, leur font une mise à jour, les robots eux-mêmes ont complètement évolué, sont devenus complètement autre chose, les humains sont dans leur bulle et osent même plus voir des gens, ils restent enfermés dans leur lotissement. Et après en fait ce que font les robots, et là je vous raconte tout le manga parce que je me doute que c'est un truc qui est très précis et qui fera pas du tout kiffer tout le monde. Et ensuite vous avez les robots qui décident de créer énormément d'installations pour que les humains ne se rendent même pas compte que les robots sont partis, et ils créent une sorte de vaisseau pour voyager dans l'espace où toute la conscience collective robot sera dedans, et ils s'en vont dans les cieux. Et du coup en partant en fait ils laissent les humains périssent eux-mêmes, et en fait on voit qu'il y a une reboucle qui se fait, et que en fait le cycle de la vie c'est que l'humain redeviendra à l'état d'origine, donc un robot, là du coup c'est écrit robot sapien, mais un homo sapien, et redémarrera à zéro, et que pendant qu'il redémarrera à zéro, de toute façon tous les robots seront barrés de la planète, et du coup certainement que la boucle sera refaite et les humains engendrent leur propre destruction, mais pas négative forcément, mais se cloîtrent en fait, et au bout d'un moment sont tellement suraidés que ils ne font plus rien et dépérissent tout simplement. Bref, c'est un manga qui est extrêmement bon, vraiment j'insiste dessus. J'ai envie de revenir sur quelqu'un qui disait aussi ça sur le Discord, que c'était peut-être un des meilleurs mangas de l'année. Clairement, dans ce qu'il est, ce manga, et dans les messages qu'il essaie de faire passer, et encore plus moi qui bosse dans l'informatique, je vous avoue que ça m'a 100% parlé. C'est un manga qui donne vraiment à réfléchir sur nos actes et sur comment on va arriver à cette ère technologique un jour, parce qu'on y arrivera forcément. Le fameux fantasme du robot arrivera tôt ou tard, sachant qu'il est déjà en cours en plus, mais c'est cette IA en fait. Le gros principe c'est l'IA qui un jour arrivera, c'est certain, de notre vivant ou non, de mon vivant ou non, j'en sais rien. Mais ouais, c'était vraiment un excellent manga que je peux conseiller pour ce qu'il est, pour son genre, mais ça ne plaira clairement pas à tous, sachant que le manga est sous ce format-là de dessin.
dessins, un manga avec des dessins très vides en fait finalement, mais suffisants pour vous parler et ils sont très clairs et très compréhensibles. J'ai vraiment trouvé ce manga très bon. Et on passe chez Pika Édition tout d'abord avec l'atelier des sorciers. Manga qui du coup va mettre encore plus de pression dans tout ce qui va se passer par la suite parce que là on est sur un tome un petit peu de transition sur... Voilà, elles essayent vraiment de faire au mieux de ce qu'elles savent faire et commencent à se poser des questions aussi sur les bonnes raisons ou pas des règles qui ont été instaurées par les vieux sorciers, sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée de priver certaines personnes de certaines choses, et ils essayent d'aider quelqu'un et en fait en l'aidant et en lui donnant des objets magiques gratuitement en faisant des tests avec eux, ça a attiré l'œil de personnes plus malveillantes et en fait voilà, c'est le résumé du tome, mais ça va vraiment engendrer d'autres choses. Donc vu qu'elle-même crée des trucs qu'elle devrait pas forcément créer, c'est borderline, ça y est, ça va commencer à enclencher d'autres choses. Donc le clan là de l'œil maléfique là va commencer, je pense, à voilà, s'intéresser de plus en plus à elle et lui faire des choses qu'elle a pas envie, mais qu'en même temps oui. Je sais pas si c'est compréhensible, mais vu qu'elle était pas sorcière de base, elle a du mal à comprendre pourquoi les règles existent et il y en a certaines qu'elle comprend tellement pas qu'elle veut les faire sauter, mais du coup ça devient un crime, et du coup elle devient comme eux, mais elle est pas comme eux non plus, elle est pas aussi extrémiste, elle est vraiment au centre, elle veut de la magie bienveillante et bénéfique, même s'il y a certaines choses qui sont contre les règles actuelles, mais qu'elle ne comprend pas et qu'elle... Ouais, et puis en plus c'est logique, nous-mêmes, vu qu'on n'était pas sorciers, on les comprend pas non plus ces règles, on est avec elle finalement. Donc c'est vraiment ce manga où il va y avoir un grand tournant, enfin qui crée un grand tournant, et maintenant faut le tome 9 là pour voir la suite. Magic Knight Reheart, le tome 4. Donc là je me demandais vraiment ce qu'allait se passer dans ce tome, parce que finalement le tome d'avant, bah c'était fini. En soi c'était fini. Et bah voilà, donc non, donc la suite est plutôt sympa, je m'attendais pas du tout à ça, elles reviennent dans l'univers, et ensuite en fait il y a 3 autres mondes qui ont accès au monde où les Magic Knight étaient, et il va falloir les combattre pour éviter que quelqu'un prenne la place du trône, et il va falloir trouver surtout cette personne qui va pouvoir remplacer pour faire revivre leur pays et à nouveau pour le protéger d'attaques extérieures et d'envahisseurs. Alors maintenant il faut voir un petit peu comment la suite se déroule, c'est toujours ce fameux RPG, hein. Et même eux dans le tome 4 d'ailleurs, je trouvais ça assez amusant parce que même elle disait ah j'avais l'impression d'être dans un RPG par rapport à ça, ci et ça. Oui tout à fait clairement moi c'est le premier truc qui m'a frappé. Donc maintenant ça continue un peu dans ce genre là, hein, la partie 2, hein, ce qui se passe après que vous avez fini les événements, et là faut voir un petit peu comment ça continue. Drifting Dragons, donc c'est un manga qui est toujours aussi beau, de toute façon je vous le dis à chaque fois, et c'est un manga qui, même s'il devient mauvais, je crois que je le continuerai juste pour la beauté des dessins, tellement ça me fait voyager en fait, tout simplement. Maintenant, est-ce que le scénario est intéressant? Là, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, ils s'en vont, mission, petite récup, hop, c'est la fin qui était intéressante parce que ça met en place autre chose. Ils arrivent dans une ville où il y a des gens qui sont payés pour garantir la sécurité de la ville, et du coup ils veulent chasser les dragons. Là, en l'occurrence, eux, ils les chassent pour pouvoir les récupérer, les mettre en... Ouais, ils essayent de les tuer d'une manière un peu différente pour pouvoir tout préserver du dragon. Eux, ils y vont comme des gros bourrins, ils les tuent. Donc il y a des balles, il y a du plomb, il y a du machin, il y a rien qui est récupérable sur le dragon. Et eux, ça les fout en rogne en plus, parce que c'est leur gagne-pain en plus, donc voilà. Donc il va y avoir cette confrontation qui va y avoir lieu dans le tome 8, très clairement, et faut voir un petit peu ce que ça donne, mais ça peut entamer effectivement des choses vachement intéressantes pour la suite du manga. Blue Period, le tome 3, et ça tombe très bien qu'il soit là, parce que ça me permet de rebondir un peu sur ce que je disais avec Welcome to the Ballroom. C'est un peu le deuxième manga, du coup Blue Period et Welcome to the Ballroom, c'est les deux mangas que je découvre cette année, avec des personnages qui sont passionnés et passionnants, parce qu'ils sont tellement à fond dans ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, qu'ils en deviennent passionnants, parce qu'ils apprennent tout, ils ont les yeux émerveillés, ils ont envie de découvrir toujours plus, et là c'est pareil avec ça, et là en plus il a cette motivation vraiment d'y arriver, et là en plus là c'est l'ultra motivation qu'il a, et il a réussi, on va dire, à faire cette œuvre qui marque vraiment les esprits à fond, lui-même et les autres, et là maintenant il est coincé parce qu'il arrive plus à avoir de nouvelles idées excellentes, donc à chaque fois il repart de son idée principale, et du coup les gens le remarquent, et on lui fait la remarque justement, en fait t'as plus d'idées, ça devient pas fou, machin, et en fait lui-même est dégoûté, genre mais oui à chaque fois je reprends les choses, et en fait il se tape, il déchire, il recommence, voilà, il a la hargne, il a vraiment la hargne, j'adore ça, et pour l'instant on est quand même toujours un peu dans sa phase d'apprentissage, il est au prépa, etc. Faudra voir quand il fera des concours, des vrais concours, et s'il est intégré à l'école, tout ce qu'il va apprendre en plus à l'école et tous les travaux qu'il va devoir accomplir. Là moi je suis pour l'instant avec plaisir son évolution avant justement cette étape là de l'école. Et oui, du coup c'est un manga qui est kiffant. The Quintessential Quintuplets, le tome 9. J'ai du mal à me dire que ça va durer encore jusqu'au tome 14-15, je sais plus trop c'est 14 ou 15, parce qu'en fait elles ont la hargne elles aussi,
elles ne veulent rien lâcher entre elles. Il y en a quelques-unes qui ont avoué entre elles qu'elles étaient amoureuses voilà, de Futaro. Et ouais, il y en a qui sont vraiment déterminées. Genre, il faut qu'elle trouve un petit boulot, du coup, elle s'arrange pour bosser avec lui, ou juste en face, ou essayer de réussir à faire des choses que lui aime. Elles ne veulent rien lâcher. Elles ne veulent rien lâcher. Et c'est mignon. En vrai, c'est mignon. Par contre, c'est maladroit aussi. Enfin, voilà. Et lui-même sait pas comment accepter forcément ça parce qu'on lui a déjà dit et il arrive pas à assimiler le truc parce que c'est la première fois que ça lui arrive et qu'il a du mal et que il sait pas trop où se mettre, sachant qu'en plus il bosse pour elle en même temps. C'est un peu conflictuel pour l'instant. Il sait pas trop. Voilà. Donc toujours pareil, des aspects comédie, mignon, romantique. Ça se déroule bien, c'est mignon, ça marche toujours aussi bien pour moi. Et bah faudra que je vois le tome 10 un petit peu comment ça évolue tout ça. Les tomes 1 et 2 de Toilette Boon. Donc le tome 1 et le tome 2, donc qui est avec l'acrylique que je vous ai montré il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai dévoré directement parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient motivés dessus et ça s'est vérifié vu que tous les stocks étaient partis à peu près partout. Donc c'était assez fou. Et bah je continue de le dire, ce que j'ai dit déjà avec la vidéo d'avant, et je le remontre ici à nouveau avec quelques planches, je m'en fiche, je les prends totalement au pif, mais je trouve vraiment que le dessin est fou, c'est une tuerie. J'ai vraiment adoré ce dessin. Tiens, regardez, on peut regarder ça là par exemple, hop, ça a un trait unique qui ressemble à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Jack l'éclair, enfin tout à l'heure ou dans la vidéo d'avant, je sais pas où va être classée première partie ou deuxième partie cette partie là, mais bon bref. C'est un manga dans ces deux premiers tomes qui m'a bien fait kiffer, ça parle des 7 mystères de l'école, lui-même est le 7e mystère, c'est sûr qu'on va tous les découvrir, on en a déjà découvert 2 je crois, pourtant il y aura bien plus de choses que ça parce que bah déjà il y a beaucoup plus de tomes que ça au Japon, il y en a genre 20 donc sinon ça va trop vite et c'est pas logique. Et en même temps il y a aussi on rencontre une famille d'exorcistes qui essayent d'exorciser du coup Hanako et il y a plein d'éléments comme ça qui sont donnés sur ces 2 premiers tomes qui sont brassés, qui sont vachement intéressants aussi. Moi j'ai envie d'en voir plus, effectivement, ça a bien marché et on revient à ce que je dis à chaque fois, dès que ça parle un peu de culture japonaise, là c'est les yokai, et en plus apparemment c'est un yokai qui est assez connu au Japon, le yokai des toilettes, pourquoi pas, je ne le connaissais pas, et c'est logique, je ne suis pas japonais, mais visiblement ouais c'est un yokai qui est assez connu, et puis ça, j'ai envie de croire un petit peu à toutes ces superstitions qui sont données, genre la 4e marche de l'escalier, voilà ce genre de choses, toc 3 fois aux toilettes, etc. etc. Ça me paraît cohérent avec effectivement le folklore japonais, ce qu'on en pense. Est-ce que c'est resté vraiment aujourd'hui dans les écoles traditionnelles japonaises? Je n'en sais rien. Certainement qu'en primaire et tout, il y a cette possibilité-là. Je sais que dans les études supérieures, c'est beaucoup plus strict, donc ça m'étonnerait que ce genre de choses sur les yokai reste quand tu grandis. Mais en tout cas, c'est vrai que je le vois bien quand on est assez jeune, effectivement, que ce genre de choses reste et soit un petit peu la terreur de l'école. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, j'ai très envie de mettre la main sur le 3e pour pouvoir le lire et voir un petit peu si ça poursuit dans quelque chose qui va toujours autant me plaire. Et c'est vrai que ces 2 premiers tomes là, pour moi, c'est un oui. Et on va finir avec Glénat, avec Les enfants de la baleine. Le tome 1 au tome, hop là, 8. Donc je me suis lu les 8 premiers tomes. Je vous ai évoqué la chose dans une vidéo unboxing où effectivement j'avais été pris d'un seul coup d'une envie de lire Les enfants de la baleine enfin. Donc je me suis lu les 8 premiers tomes de la série. Est-ce que c'était bon? C'était très bon. C'était très bon, je vais m'arrêter là parce que je peux pas dire non plus que c'est exceptionnel, j'ai tout lu d'une seule traite donc j'ai pas eu le temps forcément d'avoir ces informations là que quand on lit un tome par un tome. Et ça m'a fait plaisir de lire autant de tomes d'un coup. Déjà une chose c'est que, vraiment les jaquettes quoi, mais les jaquettes s'il vous plaît, c'est ultra poétique, c'est vraiment très très poétique. Franchement je peux en prendre que au pif, c'est pas un souci, à chaque fois c'est super poétique. Donc il se passe beaucoup de choses à vous résumer sur 8 tomes, donc je vais pas vous faire le résumé très clairement, mais je vais quand même vous en parler forcément. Donc vous êtes sur des gens, donc je vais essayer de vous faire un résumé un peu complet de ces 8 tomes assez rapidement. Vous êtes sur des gens qui vivent sur une baleine de glace, qui naviguent sur les sables, des gens ont des pouvoirs, d'autres non, ceux qui ont des pouvoirs meurent très jeunes, les autres sont des non marqués et peuvent vivre comme une vie classique, et c'est eux qui dirigent l'île. Ils découvrent une petite île alors que c'était pas arrivé depuis très longtemps, ça arrive très peu, et dessus il y avait une personne qui était un petit peu virulente, et en l'amenant sur l'île, elle commence à changer un petit peu parce qu'en fait l'île lui donne des émotions. Les gens en fait ont perdu les émotions à l'extérieur de cette baleine parce que en fait, pas
c'est ça qu'on apprend aussi un peu plus tard, c'est que pas tout le monde, ceux de ce peuple-là qui rencontrent juste cette fille, parce que ils ont des nous, ça s'appelle des nous, qui vivent dans des vaisseaux, et eux se nourrissent des émotions pour leur permettre d'avoir des pouvoirs. Mais ça ne marche pas sur tout le monde. Donc là, vous vous dites, ça y est, ok, donc c'est comme ça qu'ils ont les pouvoirs sur la baleine de glaise. Mais eux ont des émotions, mais ils essayent de les réprimer, ok? Mais en fait, ça ne sert à rien, parce que eux, le nous, se nourrit pas vous avez deviné, je pense, ils ne se nourrissent pas des émotions, mais du coup de leur durée de vie, de leur espérance de vie. C'est un nous qui est détraqué, il s'appelle comme ça, qui est en fait du coup sert de punition parce qu'en fait les gens qui sont sur cette baleine viennent de descendre de criminels qui les ont fait naître sur cette île. Aujourd'hui, ils veulent détruire les gens de la baleine, ça n'a pas marché, ils ont réussi à s'en sortir. Il y a aussi le principe du démonia, qui est une créature créée par l'île pour protéger l'île et politiquement parlant ses habitants, qui est un destructeur de nous du coup. Alors c'est bizarre de dire nous comme ça, mais c'est un nous, ça s'appelle un nous, qui était un destructeur de nous. Ils arrivent à en détruire un d'ailleurs, le premier, quand ils se font attaquer. Ils s'en sortent. Ensuite, vous avez un autre peuple qui arrive sur cette île, qui les emmène, sachant qu'en plus, tout le peuple d'un seul coup comprend comment faire voyager la baleine. Ils ont fait tous le même rêve et tous ceux qui ont le pouvoir démarqué peuvent essayer de diriger la baleine de glaise, parce qu'ils ont récupéré un objet dont j'ai oublié le nom, qui a été récupéré sur l'autre nous, le nous méchant, du vaisseau méchant. Et en le ramenant, c'est fusionné dans la baleine de glaise, la leur, et ça a fusionné, et en avant pour justement ce pays-là. Et ensuite, il y a quelques petites choses, des micro-îles, enfin, ils arrivent à s'échapper de cette partie dont ils avaient toujours été victimes, en fait, parce qu'ils pouvaient pas contrôler avant leur baleine. Donc, elle allait toujours en rond, elle faisait toujours un rond, et ils étaient incapables de pouvoir de choisir une destination. Aujourd'hui, ils le pouvaient, donc ils ont croisé d'autres choses, et ils ont croisé ce qu'on peut appeler un reflet ou un miroir, et qui les a traversés, donc eux-mêmes, mais plus jeunes, et ça leur a fait avoir des informations, des visions, etc. Et ils ont découvert d'autres choses au niveau de l'île, donc c'est comme ça qu'ils ont découvert le secret du démonia, qui était quelqu'un qui était créé par l'île. Donc le démonia lui-même maintenant le sait, donc ça le rend un peu perplexe sur qui il est, etc. Est-ce qu'il est vraiment humain? Ça lui a rappelé des souvenirs aussi sur avant, parce qu'il avait été tué une première fois puis ressuscité. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Je vous donne tout en vrac, c'est horrible. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a énormément de choses. Ce qui est assez fou, c'est le dessin qui est extrêmement poétique, vraiment très poétique, comme pour les jaquettes en fait. Je vous en remets une là comme ça, celle du premier tome. Et c'est quelque chose qui est obligé, qui va vous marquer. Très souvent, vous avez des planches. Hop, j'essaye d'en trouver un peu au pif. Mais vous avez ce genre de choses, et tout le temps, en permanence, vous allez avoir des planches vraiment très jolies, avec des effets un peu particuliers, un vrai travail sur le dessin, et je sais pas trop comment vous expliquer, mais il y a certains moments, il va y avoir des mains qui vont agripper et qui vont vous entraîner dans les profondeurs de la baleine en fait. Et toujours pareil, c'est d'une manière, voilà, même quand ils utilisent leur pouvoir et tout, toc, vous avez ce genre de choses. Enfin voilà, c'est un manga qui se veut très poétique dans sa construction, dans je pense sa philosophie aussi, dans ses réflexions autour de l'univers. Ça a bien marché avec moi, je me suis bien pris au jeu, j'ai vraiment dévoré les tomes en, je sais pas, je crois que ça m'a pris 2 jours, je crois que j'ai fait ça sur 2 jours parce que j'avais d'autres choses à lire en même temps, et d'un seul coup je les ai sortis, je sais pas pourquoi, et je les ai enfin lus. C'est pourquoi, du coup vous l'avez vu, de toute façon je me suis pris la suite, et que j'ai hâte de lire, parce que au moment où je tourne la vidéo, vu que c'est le même jour où j'ai tourné la vidéo de l'unboxing de mon petit colis, forcément j'ai rien lu entre les deux, donc pourquoi pas m'y mettre après la vidéo, j'en sais rien, parce que je me suis acheté beaucoup de choses aussi. C'est le même jour où j'ai tourné la news achat, où il y a une très grosse semaine. Enfin bref, je profite d'une journée de cam pour tout tourner, vous l'avez compris. Et on va terminer avec une dernière série de chez Glénat, et vous vous dites mais c'est pas normal parce que d'habitude tu termines par les éditeurs là où tu as lu le plus. Déjà il y avait 8 tomes des Enfants de la Baleine, voilà, et maintenant nous avons 6 tomes pour Le Couvent des Damnés. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série qui est justement en 6 volumes, que je possède depuis 3 ans, m'insultez pas, je l'ai enfin lu seulement, et pareil, ça m'a pris d'un seul coup en début du mois de juin, je crois, je l'ai prise, et je l'ai lu, je pense que j'avais une envie de lire énormément de tomes. Je vous fais défiler les jaquettes parce que je les trouve vraiment très sympas aussi, et d'ailleurs ça c'est le dernier tome. Donc vous êtes sur quel... déjà ça commence un peu durement, parce que ça commence avec le principe des chasses aux sorcières, donc une mère qui se fait arrêter et qui se fait tuer devant sa fille, qui n'est même pas sa vraie fille en plus, qui du coup meurt, et la gamine est emmenée dans un couvent. Bon, faut savoir que la gamine elle a été trouvée, et en plus elle est capable de, on va dire,
frappé, tué, torturé, sans vraiment comprendre que c'est mal, parce qu'en fait, si je le tue lui, tout ce qui est négatif va s'arrêter. Donc c'est bien. En fait, elle réfléchit que de manière positive. À aucun moment elle a l'impression d'être méchante quand elle le fait, et on lui dit de réprimer ce genre de choses. Et au moment où elle se fait emmener au couvent, elle a fait ok tant pis, je serai quelqu'un de méchant, ma mère m'en voudra certainement de là où elle est, mais je vais les défoncer. Donc parce que c'est une nonne qui a décidé de buter tout le monde, qui est au-dessus de tout. Et c'est ce couvent-là principalement qui dirige pas mal de choses, parce qu'elle est très haute dans le placement de tout ça, et ça met un peu la merde. Ce qui était du coup très cool à suivre, c'était cette capacité, ce courage, cette force de compréhension sur l'univers qui l'entoure, sur comment elle va l'appréhender, et le peu d'amis qu'elle va réussir à se faire pour résister, parce que c'est très compliqué. D'autres gens l'ont fait et d'autres gens sont morts, et ensuite en fait ça va se construire comme un survival en fait, parce qu'ils vont être obligés de s'échapper en dehors du couvent et de survivre et de manger à l'extérieur, de trouver un moyen de se faire des vivres et tout. Le couvent est très 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 grand, c'est vraiment sur des hectares, hein, attention. Donc ils vont dans la forêt essayer de trouver des choses, parce qu'en fait la nourriture est empoisonnée dans le sens où il y a des drogues pour leur faire croire que il y a plein de miracles, etc. C'est très compliqué, hein, et il y a toujours des étapes, des missions pour essayer de devenir quelqu'un de reconnu, de respectable au sein du couvent, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin plusieurs années après, 3 ans je crois, à réussir à se rapprocher de cette nonne suprême et de la tuer. Voilà, de la réussir à la tuer. Et le pire c'est qu'elle arrive à s'échapper en plus. C'est ça qui est assez fou. Mais en plus parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en même temps, hein, je vous résume ça très rapidement. Mais c'était vraiment très très cool à suivre. J'ai adoré cette lecture. C'est peut-être pas assez connu à mon goût, donc je vous en parle et je vous dis, allez vous faire plaisir. 6 tomes, 6 volumes, série courte, c'est pas pour rien que je vous le dis vraiment. Le couvent des damnés, un bon seinen avec, c'est une ambition derrière de réussir. Bon, je vous dévoile un peu, mais en même temps que vous avez 6 tomes, 6 volumes avec quelqu'un qui a une mission précise, forcément que ça va être réussi. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est toute la progression de l'héroïne dans sa manière de réfléchir et dans ce qui va se passer, qui est vraiment très très intéressant à suivre. Donc le couvent des damnés, une très très bonne découverte 3 ans après, mais une très très bonne découverte quand même, que je vous encourage vraiment à lire. Et voilà, la partie 2 des lectures du mois de juin est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!